Bonjour les terriens, je suis ravi de vous retrouver pour l'actualité spatiale de la semaine. La chaîne grandit très vite en ce moment grâce à une seconde vidéo chaque semaine réalisée par Pierre-Henri et moi-même, et ça vous le savez, eh bien c'est uniquement possible grâce à vous, et aussi grâce aux sponsors qui me permettent de développer la chaîne. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de vous annoncer que la vidéo est sponsorisée par Jordan Braco, un web entrepreneur qui exerce depuis plus de 10 ans. Alors je vous rassure tout de suite, j'ai toujours été méfiant des formateurs qui vous expliquent comment créer un business en ligne. En effet, il y a des tonnes de formations qui existent, et on ne sait jamais si ça fonctionne vraiment. Il y a peu de temps, j'ai découvert Jordan Braco qui a développé un programme de coaching appelé Affiliation Ninja. Pour ceux qui ne connaissent pas l'affiliation, c'est tout simplement le fait de recommander un produit, qu'il soit physique ou digital, et d'être rémunéré si la personne à qui vous recommandez ce produit l'achète. Par exemple, si je vous recommande d'aller acheter un tableau sur Displate avec mon lien d'affiliation et que vous passez une commande, eh bien je recevrai une petite commission de la part de Displate sur cette vente. C'est ça le principe de l'affiliation. Donc si vous avez déjà recommandé un produit à un proche, eh bien sachez que vous pouvez être rémunéré pour ça. Aujourd'hui, j'ai accès au programme de formation de Jordan Braco et clairement, c'est hyper qualitatif, très formateur et très transparent. Affiliation Ninja, ce n'est pas nouveau, aujourd'hui c'est 600 élèves et c'est aussi une équipe de 25 personnes qui a de très nombreux et d'excellents retours sur le programme de formation. Jordan Braco a fait une vidéo complète et gratuite pour vous expliquer le business de l'affiliation et donc si vous êtes curieux, eh bien je vous mets toutes les informations dans la description de la vidéo. Vous pouvez aussi découvrir sa chaîne YouTube sur l'entrepreneuriat, une chaîne assez originale et surtout formatrice. Allez, il est grand temps de passer à l'actu, je vous souhaite un très bon journal de l'espace. La Chine veut dévier l'astéroïde Bennu, je vous emmène voir ça tout de suite. Déjà présenté à plusieurs reprises dans le journal de l'espace avec la mission de récupération d'échantillons Osiris-Rex de la NASA, l'astéroïde Bennu, que la sonde vient de quitter pour retourner sur Terre avec ses fragments de roches collectés, pourrait poser problème à notre planète d'ici 160 ans. En effet, d'après les calculs, la trajectoire actuelle de l'astéroïde Bennu le ferait dangereusement s'approcher de la Terre entre les années 2175 et 2199 à 300 000 km de notre planète, avec un risque de collision de 1 sur 2700. C'est certes bien peu, mais il faut savoir que Bennu, faisant tout de même 500 mètres de diamètre, un impact avec la Terre serait tout simplement cataclysmique, équivalent à 80 000 fois l'énergie de la bombe nucléaire larguée sur Hiroshima. Même si le timing peut surprendre, puisque Bennu n'approchera dangereusement la Terre que dans plus de 150 ans, il est important de rappeler que plus le risque est détecté en avance, meilleures sont les chances de protéger notre planète. Il faut en effet du temps pour lancer un projet de sauvetage, créer une solution au problème, le lancer et atteindre la menace suffisamment tôt pour la dévier. Il est d'ailleurs intéressant de noter que cette fois, les sauveurs du monde potentiel ne seront pas américains, mais chinois. Et oui, ce pays qui pourrait devenir la plus grande puissance spatiale de notre époque a annoncé la semaine dernière son intention de dévier l'astéroïde Bennu en le percutant simultanément avec, tenez-vous bien, 23 de ces énormes fusées Longue Marche 5, pesant près de 1000 tonnes chacune. Et oui, il faut bien ça pour envisager perturber l'orbite actuelle d'un tel astéroïde de 500 mètres de diamètre et de 3,4 milliards de tonnes pour mettre en sécurité notre belle planète. Cette solution ressemble à celle proposée par la NASA et l'ESA depuis plusieurs années, avec la mission DART qui doit être lancée en novembre, avec un impacteur devant percuter le petit astéroïde Didymos B, plus petit que Bennu puisqu'il fait ici 160 mètres de diamètre. L'objectif étant de voir la réaction d'un tel corps céleste face à une perturbation minime de son orbite. La Chine n'a pour l'instant pas donné de délai quant à l'envoi de ses 23 fusées Longue Marche 5 vers l'astéroïde visé, mais on peut dire ici que rien ne presse, surtout que la sonde Osiris-Rex rentre sur Terre en 2023 avec des échantillons de roches et de poussière qui devraient nous en dire plus sur la composition de Bennu, et donc sur les effets probables qu'auront une telle agression sur sa trajectoire future. Après des années de retard, la Russie lance enfin son module Nauka pour la Station Spatiale Internationale. Un peu comme celui du James Webb Space Telescope, un autre lancement se fait attendre depuis 2007 et a pris un retard colossal. Mercredi dernier, le 21 juillet, les Russes ont enfin lancé en orbite le module de recherche Nauka, qui veut dire science en russe, à destination de l'ISS. Il a été envoyé depuis le pas de tir russe au Kazakhstan à bord d'un lanceur lourd Proton M, une fusée ici à 3 étages qui a parfaitement rempli son rôle en envoyant autour de notre planète ce module de 20 tonnes.
Noka est en fait une mini-station spatiale à elle toute seule, puisqu'elle dispose de son propre système de navigation, de contrôle d'attitude, un système de survie avec le recyclage de l'air et de l'eau, un toilette, un laboratoire de recherche et une zone de couchage et de vie pour les astronautes, ou plutôt cosmonautes, puisque le module servira surtout pour les Russes. Il sera d'ailleurs installé à la place du module Pierce, qui sera détaché du segment russe vendredi à l'heure où vous regardez la vidéo, et qui sera ensuite désorbité dans l'atmosphère de notre planète par le cargo Progress MS-16 arrimé dessus. Après son décollage et le retrait du module Pierce, le module Noka va rester dans l'espace 8 jours avant de venir s'amarrer à l'ISS la semaine prochaine le 29 juillet. Il deviendra alors le plus grand module sur la partie russe de la station avec ses 13 mètres de long et 4 mètres de diamètre, et servira aussi comme point d'amarrage pour les futurs cargos et vaisseaux russes à destination de la station. Noka, qui aurait dû être installé, je le rappelle, il y a 14 ans, emporte aussi avec lui Hera, un nouveau bras robotique européen qui se faisait attendre, similaire au bras Canadarm, canadien, qui n'avait jusqu'alors pas la portée suffisante pour être utilisé sur tout le segment russe de l'ISS. Le bras de l'ESA va donc combler cette lacune et sera très utile aux futures sorties extravéhiculaires autour de la station. Après les premières vérifications électriques faites par Thomas Pesquet, c'est Matthias Maurer, l'astronaute allemand qui va rejoindre l'ISS au mois de novembre, qui devrait être le premier à l'utiliser dans l'espace, suivi de Samantha Cristoforetti, l'astronaute italienne, qui terminera son installation seulement en fin d'année prochaine. Et oui, comme avec le James Webb Space Telescope, nous ne sommes maintenant plus à une année près, et on peut tout de même se réjouir de ce lancement réussi de Noka, qui s'est bien fait attendre. Comment ne pas parler des 2 premiers vols touristiques qui ont marqué l'actualité spatiale ces 2 dernières semaines? Le 11 juillet dernier, c'est Richard Branson qui s'est lancé à bord de son avion-fusée Spaceship 2 pour monter à 85 km d'altitude, tout près de la limite virtuelle définie entre la Terre et l'espace. Le vol aura permis aux 4 membres d'équipage, accompagnés des 2 pilotes, de profiter de cette sensation d'apesanteur en flottant dans la cabine de l'appareil, avant de retourner se poser sur Terre seulement quelques minutes plus tard. Et oui, les vols sont très courts lors d'un tir suborbital, puisque l'appareil ne fait que monter droit vers le ciel et redescend tout aussi vite sans chercher à se mettre en orbite, ce qui demanderait évidemment bien plus de vitesse et donc de puissance et de carburant. Le deuxième vol touristique cette année a eu lieu mardi dernier, le 20 juillet, avec cette fois un autre milliardaire et pas des moindres puisqu'il s'agissait quand même de Jeff Bezos, l'homme le plus riche du monde, accompagné de son frère, de Wally Funk dont je parlais il y a 15 jours, qui est devenu ainsi la personne la plus âgée à aller dans l'espace du haut de ses 82 ans, mais également d'Oliver Diamond, qui sera à l'inverse le plus jeune avec ses 18 printemps tout juste. Le décollage et le vol se sont parfaitement déroulés, emmenant les 4 passagers au-delà de la ligne de Kármán à 100 km d'altitude, laissant ici les touristes astronautes quelques minutes en apesanteur dans la cabine, une expérience qui doit être déroutante lorsqu'on est habitué à garder les pieds sur Terre. Le retour au sol de la fusée New Shepard a encore une fois été réussi, et la capsule s'est posée comme prévu à l'aide des parachutes pour un vol total de moins de 15 minutes. Wally Funk, qui aura dédié sa vie au vol et à l'espace sans jamais y aller, vient donc de réaliser son rêve grâce à Blue Origin, une juste récompense quand on sait que cette femme a près de 20 000 heures de vol au compteur, a formé 3000 pilotes, et faisait partie des 13 femmes pressenties pour participer au programme spatial des premiers vols habités Mercury-13, mais dont la NASA ne voudra finalement pas dans une Amérique où à l'époque, le statut de la femme n'était visiblement pas prévu pour aller dans l'espace. D'ailleurs, pour la petite anecdote, John Glenn, le premier américain à réaliser un vol orbital en 1962, s'était opposé à la présence des femmes dans les programmes spatiaux habités de la NASA. Or il s'avère qu'il était jusqu'alors la personne la plus âgée à être allée dans l'espace à 77 ans, un record qui vient donc d'être effacé par Wally Funk qui doit sans doute savourer cette revanche. Blue Origin devrait relancer cette année au moins 2 vols touristiques comme celui de mardi dernier avec sa fusée New Shepard, et va aussi s'attaquer au marché des lanceurs lourds dès l'année prochaine avec une nouvelle fusée, la New Glenn, un peu plus puissante que la Falcon 9 de SpaceX, mais qui sera bien sûr plus petite que l'énorme Starship promis par Elon Musk. En parlant de SpaceX, cette entreprise va d'ailleurs aussi lancer son premier vol touristique spatial cette année en septembre avec la mission Inspiration 4, qui comme son nom l'indique, va transporter 4 astronautes, mais sur une durée bien plus longue puisque le voyage orbital durera 3 jours et ira un peu au-delà de l'altitude de l'ISS, située je le rappelle à environ 400 km de haut. Le voyage se fera à bord de la Crew Dragon de SpaceX et sera lancé par une Falcon 9 de la même entreprise. Puisque nous sommes chez SpaceX, le projet Starship, comme je l'expliquais il y a une dizaine de jours dans la vidéo ci-dessus, est en retard par rapport aux prévisions initiales puisqu'Elon Musk prévoyait un vol fin juillet. Au lieu de cela, nous avons tout de même eu droit à un tir statique avec 3 moteurs Raptor mardi dernier sur le prototype BN3, qui je le rappelle ne volera pas et sert surtout pour améliorer la conception des prototypes suivants.
D'autres tirs statiques devraient avoir lieu dans les jours et semaines qui viennent, avec au maximum 9 moteurs Raptor allumés simultanément sur les 33 que comptera au total le BN4, le premier booster à voler si SpaceX suit son schéma actuel. Sa puissance au décollage en fera la fusée la plus puissante de tous les temps et de loin. A voir maintenant comment la physique réagira face à un tel déchaînement des éléments, mais ce qui est sûr, c'est que nous attendons tous cet événement avec beaucoup d'impatience. Allons maintenant faire un peu de botanique en apesanteur. Vous le savez, pour nourrir nos astronautes sur l'ISS, nous n'avons pour l'instant pas d'autre choix que de les ravitailler en permanence avec un cargo lancé depuis la Terre tous les 1 à 3 mois. Le dernier en date était le vaisseau Dragon de SpaceX arrivé début juin qui a passé un peu plus d'un mois arrimé à la station. Ce dernier transportait de nombreuses expériences ainsi que des graines de piment dont nous reparlerons juste après. Le cargo Dragon a le gros avantage de ne pas être détruit lors de sa rentrée atmosphérique, et souvenez-vous, il y a 2 semaines, il était retourné sur Terre chargé d'expériences terminées qui seront ensuite étudiées par les scientifiques et ramener également sur notre planète les tout premiers radis ayant poussé dans l'espace. Et oui, si on veut réaliser de longues missions spatiales loin de la Terre, la pousse de légumes ou de fruits en micro-pesanteur sera essentielle pour faire survivre un équipage, et après avoir déjà fait pousser du riz, du chou, du blé, de la salade et bien d'autres aliments, c'était cette fois des radis qui ont été récoltés en novembre 2020 sur l'ISS par l'astronaute Kate Robbins, puis conservés dans le froid en attendant le retour sur Terre du cargo Dragon de SpaceX. Les scientifiques vont maintenant pouvoir évaluer leur évolution, leur capacité nutritive et leur goût, en les comparant avec ceux qui ont poussé sur Terre. L'objectif à long terme étant bien sûr de déterminer quelles sont les espèces les plus à l'aise dans l'espace et pouvant offrir le meilleur équilibre nutritionnel et gustatif pour nos astronautes. Pour faire pousser ces légumes en apesanteur, vous vous en doutez, tout est réalisé à l'aide d'une machine prévue à cet effet, appelée Advanced Plant Habitat, que vous voyez ici à l'écran avec l'astronaute américain Shane Kimbrough, le 12 juillet dernier, en train d'y planter une 50aine de graines de piment, celles dont je vous parlais juste avant, amenées lors du dernier ravitaillement de la station. Cette machine destinée à la pousse des plantes en apesanteur est entièrement automatisée et bardée de capteurs. Elle va permettre aux astronautes et aux équipes au sol de stimuler la croissance des plantes, leur fournir l'eau et les nutriments dont elles ont besoin, régler la température ainsi que la teneur en oxygène de l'habitacle. Si cette fois les astronautes doivent faire pousser du piment, qui est pourtant un aliment moins commun dans notre alimentation, c'est aussi parce que dans l'espace, comme j'en parlais dans ma présentation au Summer Space Festival il y a 3 semaines, les astronautes en apesanteur ressentent moins le goût et les odeurs des aliments et ont besoin de pimenter quelque peu leur repas sur la station. Ces légumes sont d'ailleurs très riches en nutriments et en vitamine C, et s'adaptent donc particulièrement au régime de nos astronautes. Comme j'en parlais mardi dernier avec le saviez-vous dédié à la survie sur la planète Mars, la pousse des légumes dans l'espace permettra aussi aux futurs explorateurs d'emmener avec eux un peu des couleurs et des saveurs de notre planète, ce qui jouera sans aucun doute un rôle psychologique important dans cette aventure spatiale des hommes et des femmes dans l'espace qui s'accélère. La Crew Dragon de SpaceX s'écarte pour faire de la place au Starliner de Boeing. Nous parlions juste avant du cargo ravitailleur Dragon de SpaceX, et vous le savez, l'entreprise d'Elon Musk dispose aussi d'un vaisseau de transport d'astronautes, similaire au précédent, appelé cette fois Crew Dragon. Ce dernier, déjà créé en plusieurs exemplaires, fait des allers-retours entre la Terre et l'ISS depuis maintenant un peu plus d'1 an, et reste amarré à la station pour le retour des astronautes qu'il a amenés, les derniers en date étant les Américains Shane Kimbrough et Megan McArthur, le Français Thomas Pesquet et le Japonais Akihiko Hoshide, toujours sur l'ISS depuis le mois d'avril cette année. Mercredi dernier, 21 juillet, nos astronautes ont dû retourner à bord de leur capsule Crew Dragon, non pas pour retourner sur Terre, mais pour la déplacer à un autre port d'amarrage de la station. En effet, la NASA souhaite ici faire de la place pour un autre vaisseau spatial devant arriver à la fin du mois, le Starliner de Boeing, futur concurrent de SpaceX pour le transport d'astronautes, si son vol se déroule cette fois comme prévu. Nous aurons alors fin juillet un schéma inédit avec cette fois 2 vaisseaux spatiaux privés de 2 entreprises américaines différentes amarrés à l'ISS, qui montrent bien le retour en force des États-Unis dans les vols spatiaux habités, cette fois grâce au secteur privé, et bien sûr sans la navette spatiale à la retraite depuis maintenant 10 ans. La manœuvre de changement de port d'amarrage du Crew Dragon de SpaceX s'est ici déroulée sans difficulté. Ça n'était d'ailleurs pas la première fois qu'elle était réalisée, puisqu'il y a 3 mois, il avait fallu déplacer la capsule Crew Dragon qui a servi à la mission Crew One pour faire de la place à la capsule dédiée à la mission Crew 2, celle dont on parle aujourd'hui. Les regards sont donc maintenant posés sur Boeing et sa capsule Starliner qui sera envoyée à vide pour son second vol test qui ne devrait plus tarder. Ça y est, après plus d'1 mois d'angoisse, la NASA vient enfin de relancer avec succès le télescope spatial Hubble.
Le 13 juin dernier, la NASA avait détecté un problème sur ce superbe instrument, provoquant l'arrêt de l'appareil. De nombreux tests plus tard, il s'avère que la panne provenait de l'ordinateur de charge utile, et plus précisément d'un souci sur la tension électrique délivrée par l'unité de contrôle de puissance aux instruments. Après avoir appliqué un correctif sur le problème identifié, les ingénieurs ont ainsi pu rétablir la communication avec les différents instruments du télescope et les remettre en marche. Tom Brown, le chef de la mission Hubble, annonçait à ses équipes le 16 juillet dernier « Je suis ravi de voir Hubble se remettre à explorer l'univers. Hubble est de retour. » Les opérations ont d'ailleurs lentement repris cette semaine et nous sommes maintenant impatients de pouvoir observer les prochaines découvertes d'Hubble qui fonctionnent depuis l'année 1990. En attendant, voici ces 2 dernières photos depuis son retour à la normale, avec à droite une grande galaxie spirale à 3 bras, une exception de l'univers puisqu'en général les bras spiraux des galaxies arrivent toujours par paire. Nul doute que Hubble a encore bien du travail à faire avant de partir à la retraite. Avant de se quitter, un grand merci à Jordan Braco pour avoir sponsorisé la vidéo de cette semaine. Pour rappel, toutes les informations sur son programme Affiliation Ninja sont dans la description de la vidéo. La semaine prochaine, il n'y aura pas de Le saviez-vous puisque c'est au tour de mon collaborateur Pierre-Henri de prendre quelques jours de repos. Par contre, on se retrouve comme d'habitude vendredi pour le prochain journal de l'espace. Pensez à faire briller ce pouce bleu et à bien activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo de la chaîne. Je vous dis à la semaine prochaine, salut les terriens!